Tout commence dans une salle d'accouchement VIP où une femme, tranquillement, feuillette un magazine juste avant de donner naissance. Mais sa patience atteint ses limites, et elle hurle sur les infirmières pour qu'elles sortent ce gosse, tout en lisant son magazine. Soudain, un cri de bébé résonne, et un membre du personnel se précipite pour féliciter le grand-père. Puis tout le monde se met à féliciter Miss Liu, qui remercie ses invités pour leur gentillesse. Il demande ensuite à une servante où est Shikuon, et elle répond que le jeune maître avait des affaires à régler sur Terre. Le grand-père du garçon est furieux de l'absence de son propre fils, le traitant de bon à rien. À ce moment précis, un cri étrange provenant de la salle d'accouchement surprend tout le monde à l'extérieur. Inquiet de la situation, Lou se lève et demande ce qui se passe. Pendant ce temps, dans la pièce, la mère est choquée par la lumière vive qui brille devant elle. En entrant dans la pièce, le grand-père et ses hommes sont complètement figés sur place. La lumière venait du nouveau-né, qui était entouré d'éclairs jaunes, et semblait s'amuser beaucoup. Le bébé pense que personne n'aurait jamais imaginé qu'un roturier se réincarnerait dans cette famille et éveillerait un sens divin. Un écran système apparaît, l'informant que le sens divin de type foudre a été activé avec une puissance de niveau C. Le grand-père est stupéfait parce que son petit-fils vient de naître avec un pouvoir qu'il n'a jamais pu atteindre lui-même. Laissant tomber sa canne, le grand-père crie à propos du sens divin inné sans précédent que possède son petit-fils. Le grand-père prend son petit-fils dans ses bras et célèbre, déclarant que le clan Liu a enfin produit un génie unique. Cependant, le bébé pense qu'il va utiliser cette chance pour tout prendre au clan et s'assurer que son père ne se réincarne plus jamais. Les servantes commentent que le jeune maître sourit déjà et n'a même pas pleuré, ce qui est le signe d'un destin noble. L'aîné promet d'utiliser toute la puissance du clan pour élever le garçon. Le nouveau-né, qui est aussi notre protagoniste, pense que les 6 derniers mois depuis qu'il a été éliminé par ce salaud ont ressemblé à un rêve. Un mois après sa réincarnation, sa mère buvait un tonic spécial offert par une de ses servantes. Dès qu'elle boit le tonic, une puissante lumière dorée commence à briller sur tout son corps. Il a acquis une capacité de croissance accélérée et a atteint le niveau D, même en tant qu'embryon. Il réfléchit à la façon dont les roturiers ne peuvent jamais égaler la puissance des clans, et comment il a déjà atteint un niveau que beaucoup risquent leur vie pour atteindre. Mais notre MC se demande de quel genre de capacité il s'agit, car il n'y a aucun enregistrement de croissance accélérée. 2 mois plus tard, il a fait face à une crise d'absorption de l'embryon original de la mère, mais a reçu une récompense. Utilisant sa croissance accélérée, il a dévoré l'embryon original et acquis son sens divin inné de type foudre. Il est ravi d'avoir un sens divin de type foudre, qui est l'une des capacités élémentaires les plus rares. Le protagoniste prévoit d'utiliser les meilleures ressources de la famille pour se nourrir et devenir encore plus fort. 3 mois plus tard, son sens divin de type foudre avait déjà atteint le stade intermédiaire de puissance. Nous voyons des talons hauts et des sous-vêtements de femmes éparpillés sur le sol de la chambre de sa mère. Sur le lit, 2 paires de pieds sont emmêlés, devenant plutôt confortables. Nous voyons la femme avec un homme blond alors que son fils est toujours dans son ventre. L'amant demande si elle n'a pas peur, et la dame dit que son mariage n'est qu'un arrangement politique. Le fœtus entend l'homme remettre en question sa paternité, tandis que sa mère en demande plus. Le MC se plaint que toute cette agitation perturbe son taux d'absorption d'énergie. Alors, il finit par libérer beaucoup d'énergie d'un coup, la faisant se plaindre que ça la brûle de l'intérieur. À 6 mois, sa puissance atteint le niveau des maximums, et il comprend la constitution de sa mère. Un visage beau et serein regarde. L'homme observe le ventre de la femme et se demande quand ce fichu gamin va naître. À l'intérieur de l'utérus, le MC ouvre les yeux et regarde son père avec un regard plein de haine. À travers sa vision, il reflète le visage de l'homme et le traite de bâtard. Dans un flashback, nous voyons le jeune homme dans sa vie passée être averti de terribles bêtes. Un de ses compagnons blessés dit au frère Liu de s'en aller le plus vite possible. Son ami est vaincu et appelle à l'aide pendant que le jeune homme regarde. Malheureusement, son ami a fini par être dévoré par un monstre hideux pendant que le jeune homme regarde tout se passer. Avec un sourire méchant, le traître ordonne à ses hommes de nourrir la bête pour former le noyau spirituel. L'homme sourit méchamment et moqueusement alors qu'il regarde sa victime sur le point d'être vaincu. À ce moment, le jeune homme remarque une pointe géante venant vers lui, prête à le frapper. Son ancien compagnon l'empale avec une énorme branche, le soulevant dans les airs sans aucune pitié. Le protagoniste a regardé la blessure dans sa poitrine, choqué par la trahison qu'il venait de subir. Le salaud se met à rire hystériquement du moment pathétique de son ennemi. Il se moque de lui, disant que c'est ce qui arrive quand quelqu'un comme lui surestime sa propre force. Alors qu'il est jeté, le jeune homme l'accuse de l'avoir piégé juste pour nourrir les bêtes. Alors qu'il s'en va, son seul souci est ce qui va arriver à ses jeunes sœurs. Il se souvient du moment où il a dit au revoir à l'une d'elles, promettant qu'il serait bientôt de retour. Peu après, son ancien moi prend une arme et se prépare à partir en mission. La porte se ferme, et les 3 petites filles sont laissées seules, attendant le retour de leur frère. Regardant la lune à travers la fenêtre, les filles se demandent quand leur grand frère reviendra. De retour dans le présent, en tant que fœtus, il se remplit de rage et jure de se venger de celui qui l'a séparé de ses sœurs. Avec sa puissance, le fœtus se prépare à frapper son père,
qui est juste dehors. Puis le petit gars assène un coup de poing solide en plein visage du traître, le prenant complètement par surprise. L'impact du coup envoie l'homme voler, et la mère est choquée par le coup de pied qu'elle a ressenti. Le père du garçon tombe au sol dans une immense douleur, ne comprenant pas ce qui vient de lui arriver. La femme se plaint que le gamin fasse déjà des siennes avant même d'être né correctement. Le grand-père ordonne ensuite à l'infirmière de vérifier ce qui se passe dans cette pièce. Le membre du personnel explique que le talent du jeune maître est extraordinaire, donc son développement est accéléré. Elle révèle ensuite, surprise, que le bébé est sur le point de naître et que la mère est en travail. Le garçon se lamente qu'avant de se réincarner, sa limite était le niveau d'aider maximum, et maintenant il est proche d'une percée. Dans une immense douleur, la mère hurle pour qu'ils appellent la meilleure équipe d'accouchement le plus rapidement possible. Quand il a eu 1 mois, la famille Liu a organisé un grand banquet de célébration. Plusieurs familles importantes du Zhao du Sud arrivent, apportant des cadeaux pour célébrer le nouveau-né. Pendant la fête, le grand-père regarde un concert de violon avec une servante à ses côtés. Pendant ce temps, le protagoniste d'1 mois se repose calmement dans les bras d'une des servantes. Un des invités félicite le maître Liu d'avoir un petit-fils, mais l'aîné semble perdu dans ses pensées. Un invité félicite le père du garçon pendant que le bébé fixe l'homme qu'il a éliminé dans sa vie passée. Il devient furieux en voyant l'ennemi qu'il a séparé de ses sœurs et jure de se venger sur le champ. Dans ses souvenirs, il se souvient de ses jeunes sœurs excitées à propos d'un gâteau d'anniversaire géant. Dans sa vie passée, il était au téléphone avec le frère Shen, qui se plaignait qu'il était en retard pour une mission. Le jeune homme s'excuse, et le traître pense qu'il ne l'a embauché qu'à cause de rumeurs selon lesquelles il avait besoin d'argent. L'homme lui conseille de se servir de sa tête, et le jeune homme le remercie pour cette opportunité. Ses sœurs attendaient avec impatience de manger le petit morceau de gâteau sur la table. Le frère aîné dit au revoir à l'une d'elles, promettant qu'il avait un travail mais qu'il reviendrait bientôt. Puis il attrape son arme qui était rangée dans un sac, et se prépare à quitter la maison. La porte se ferme, et les 3 petites filles sont laissées seules, attendant anxieusement son retour. Depuis la fenêtre, les filles regardent la lune en attendant le retour de leur cher frère. Ailleurs, un homme s'approche d'un portail lumineux au milieu d'une forêt sombre. Fumant une cigarette, c'est le même qui félicitait le jeune maître G à la fête. Le jeune maître G, qui semble être le chef de cette opération dangereuse. Avec ses subordonnés à ses côtés, le jeune maître G demande comment la mission progresse. L'homme l'informe qu'ils sont à l'intérieur depuis un certain temps et que les bêtes devraient être bien nourries maintenant. Le jeune maître G fait l'éloge du vieux chêne, disant qu'il a été bien élevé et qu'il est toujours très efficace. Puis il se tourne vers sa compagne et dit qu'ils sont venus juste pour elle avant de partir. Mais la femme ricane, disant qu'il n'est qu'un autre minable de la famille G qui essaie de gravir les échelons. Sur ce, le groupe de traîtres s'approche du portail pour quitter ce lieu désolé. Pendant ce temps, l'un des compagnons de notre héros l'avertit d'une puissante bête à proximité. Le jeune maître est surpris que quelqu'un soit encore en vie, car il a besoin de plus de nourriture pour le médicament. Le vieux chêne dit qu'il ne sait pas comment c'est possible puisqu'ils n'étaient tous que des soldats de niveau D. Soudain, un bruit très fort attire l'attention de tout le monde, et ils regardent tous dans la même direction. Le chef du groupe évalue la situation avec un regard sérieux. Peu de temps après, il voit qu'une des bêtes a une blessure fraîche à la patte. Le monstre regarde alors notre héros, qui se tient seul au milieu de cet endroit désolé. Bien qu'il soit épuisé et blessé, le jeune homme reste ferme, prêt pour la bataille finale. À ce moment-là, l'un des traîtres s'approche lentement. Le jeune maître J exige de savoir d'où vient cette chose et comment elle a osé blesser sa bête. En voyant le survivant, le jeune maître J est surpris et l'appelle Yi Shen. Le jeune homme se tourne et appelle frère Shen, ne comprenant pas ce qui se passe. L'ami de Y Shen demande s'il a amené des renforts pendant que les ennemis fuient. De retour dans le présent, le bébé jure de venger la profonde querelle de sang à ce moment précis. Il tend les bras et fait des bruits de bébé au traître, qui l'observe attentivement. L'homme est sans voix et balbutie, essayant de comprendre ce que le bébé veut de lui. Le père du garçon dit que son fils veut être tenu et que c'est le plus grand honneur de sa vie. Sur ce, il prend le bébé dans ses bras et le remercie pour la récompense, tandis que le petit fait semblant de pleurer. Dès que l'homme le tient, le petit commence à libérer une énergie jaune. Puis il utilise son pouvoir de type foudre pour donner à son ennemi un choc vraiment désagréable. Le traître hurle de douleur alors que la charge électrique traverse tout son corps. Sous le choc, il finit par laisser tomber le bébé, qui tombe lourdement sur le sol du manoir. Les femmes présentes à la fête sont surprises et regardent vers le bruit. Les musiciens cessent également de jouer, choqués par toute cette agitation. Le grand-père du garçon observe tout avec une expression sérieuse. Sur ce, les parents du garçon sont choqués par ce qui vient de se passer. Le petit protagoniste sur le sol, le vieil homme réalise qu'il vient de faire une erreur. Le bébé se met à pleurer fort pour garder les apparences et tromper tout le monde. Le traître panique face à la situation et se met à transpirer froidement, terrifié par ce qui pourrait arriver. Furieux, le grand-père crie sur l'homme pour avoir osé laisser tomber le trésor de la famille Liu sur le sol. Le lâche se jette par terre, disant que ce n'était pas lui et que le jeune maître a agi de son propre chef. Mais le père du bébé ne le croit pas et lui donne un violent coup de pied,
traitant le type de chien. Le coup de pied est si fort que l'homme s'envole et atterrit lourdement sur le sol du manoir. Il commence à s'incliner et implore son maître de lui pardonner. Il jure qu'il ne ferait jamais de mal au garçon et offre ses trésors pour le guérir de sa chute. Le père du petit semble apprécier toute la situation et esquisse un sourire moqueur. Puis le maître leur ordonne de traîner l'homme dehors et de lui donner une bonne correction. Le traître le remercie pour la punition pendant que la servante ramasse le bébé. Dans les bras de la femme, le petit protagoniste esquisse un sourire mauvais et satisfait du résultat. Avec un front contusionné, l'ennemi regarde, confus, ne comprenant pas ce qui s'est passé. Le petit continue de crier et de pleurer fort pour maintenir son parfait déguisement devant tout le monde. Le vieux traître est de nouveau choqué qu'il ait recommencé à pleurer. Le grand-père ordonne à la servante d'emmener le jeune maître à l'intérieur et de vérifier s'il s'est blessé lors de la chute. L'aîné gronde son fils en disant qu'avec le statut de la famille, ils n'ont pas besoin d'un bon à rien comme ça. Avec un reniflement dédaigneux, le chef de famille se tourne et quitte la fête furieux de tout ce gâchis. Le père du garçon est enragé par les paroles du vieil homme et serre le verre dans sa main avec une grande force. Il brise le verre à main nue. L'autre se tourne et donne un puissant coup de pied directement au visage du traître. Juste après, il lui donne un autre coup de pied et ordonne qu'on le traîne dehors et qu'on le donne à manger aux chiens de la maison. Les gardes l'attrapent alors qu'il implore grâce, mais personne ne se soucie de sa souffrance. L'autre dit aux invités de continuer la fête, et le bébé pense à la façon d'absorber plus de pouvoir. Le médecin a examiné le petit et dit qu'il a un physique incroyable et qu'il va parfaitement bien. Le grand-père rit et se réjouit que son petit-fils n'ait subi aucun dommage et qu'il soit en excellente santé. Mais le plus important pour le garçon maintenant est de retrouver ses 3 sœurs qu'il a laissées derrière lui. Il doit grandir assez vite pour bouger et obtenir l'essence de cette femme. Le bébé se met à pleurer pour avoir du lait et le médecin. Sur ce, l'aîné leur ordonne d'appeler sa belle-fille pour qu'elle l'allaite et prenne plus de médicaments spirituels. La mère du garçon se plaint qu'elle vient de le nourrir et qu'elle est déjà complètement épuisée. Le chef de famille dit qu'elle doit travailler dur pour l'avenir du clan et pour le bien de son fils. La femme enlève son manteau et se prépare à nourrir le bébé une fois de plus contre son gré. Le petit ouvre la bouche et se met à pleurer en attendant d'être nourri par sa mère. La mère le prend dans ses bras et le regarde avec ses yeux rouges. Elle commence à l'allaiter et se plaint que le petit schnappe en tête beaucoup trop fort. Voyant que sa belle-fille s'affaiblit, le grand-père leur ordonne de lui apporter la soupe tonique. Peu de temps après, nous voyons le bébé prendre un bain avec sa mère dans une source chaude. La femme se plaint qu'il tète depuis longtemps et demande si elle lui doit quelque chose d'une vie passée. 3 mois plus tard, le bébé rampe déjà dans la maison et son pouvoir a atteint le niveau C. Dans sa vie passée, il lui a fallu 1 an pour passer du niveau des élémentaires au niveau intermédiaire. À l'époque, il a participé à de nombreuses missions dangereuses dans des portails et a subi d'innombrables blessures. Il est passé du niveau C élémentaire au niveau intermédiaire en seulement 3 mois en buvant du lait. Pendant un dîner de famille, le petit protagoniste rampe vers la table principale. Furieux, le grand-père se plaint qu'un idiot ne surveillait pas le jeune maître et l'a laissé courir partout. La servante s'excuse, disant que le garçon rampe si vite qu'elle ne peut pas le suivre. Le père du bébé plaisante en disant que son fils doit encore vouloir du lait, et la mère a l'air épuisée. Elle se plaint que le garçon est sur sa poitrine depuis 3 mois et qu'elle a besoin d'une pause. Mais le petit pense qu'il ne peut pas perdre de temps et qu'il doit continuer à devenir de plus en plus fort. À la surprise générale, le bébé se lève tout seul pour la première fois. Le grand-père et le majordome sont complètement choqués de voir le spectacle incroyable devant eux. Le garçon commence à marcher vers sa mère, qui le regarde, surprise. Le petit lui saute dessus, et la mère crie pour qu'il la laisse manger un repas en paix. La servante est stupéfaite et souligne que le jeune maître se tient debout et se promène seul dans la pièce. Le majordome fait remarquer que le garçon a une constitution céleste et que son développement est extraordinaire. Le grand-père est heureux de voir que son petit-fils peut déjà se tenir debout et le regarde avec fierté. Puis il dit que, selon les règles de la famille, il est temps de choisir un serviteur personnel pour le garçon. Dans un endroit sombre, l'aîné s'enquiert des résultats, et un garde dit qu'il n'en reste que 2. Dans les bras de sa mère, le protagoniste est emmené dans une arène improvisée pour le test. Il regarde tout attentivement quand il reconnaît soudain l'un des candidats et est choqué. Dans une cellule, une petite fille aux cheveux blancs est dans une position défensive et a l'air effrayée. De l'autre côté, une blonde charge vers l'avant, criant d'attaquer et de vaincre son adversaire dans l'arène. Choqué, le bébé se demande ce qu'elle fait là, et son corps commence à briller intensément. Puis il utilise son pouvoir de type foudre pour frapper l'une des filles qui se battent. Avec la force du choc, la blonde s'envole et atterrit durement sur le sol, assommée instantanément. La fille aux cheveux blancs saisit l'occasion de sauter sur le pain. Sans une seconde pensée, la fille saisit le pain et commence à le dévorer avec avidité au milieu de la cellule. Les cheveux de la mère sont dressés sur sa tête. Le protagoniste panique, espérant que personne n'a rien remarqué de suspect. Le grand-père rit et dit que son petit-fils a un esprit combatif bien plus grand que son propre père. Le garçon pense qu'être un enfant est utile car les adultes trouvent toujours des excuses pour lui. L'aîné décide que la petite fille sera la servante et ordonne qu'elle soit lavée et qu'on lui enseigne l'étiquette. La petite continue de manger férocement, se fichant de tout ce qui l'entoure.
Le bébé dans le berceau semble très heureux et appelle sa nouvelle servante avec un sourire sur son visage. Pendant ce temps, le majordome explique qu'elle est une servante de la mort et doit protéger le jeune maître. La petite fille aux cheveux blancs hoche simplement la tête, acceptant son nouveau destin. Il dit également qu'elle doit suivre le maître et s'entraîner aux arts martiaux pendant qu'il dort. Sur ce, la petite servante se rend dans la chambre du bébé pour commencer son nouveau travail. En arrivant, le garçon l'appelle et se désigne du doigt avec un sourire très excité. Mais la fille sort un couteau et son expression se transforme en une expression pleine de haine et de vengeance. Le bébé panique et essaie de parler mais n'y parvient pas à cause de ses cordes vocales. Elle dit qu'elle va l'emmener pour venger le décès de son frère aîné sur le champ. La fille lève l'arme et se prépare à attaquer le petit dans son berceau. La servante se jette avec le couteau à grande vitesse, prête à frapper sa cible sans défense. Cependant, le garçon esquive le coup avec une agilité incroyable et saute hors du berceau. Il atterrit sur le sol, laissant derrière lui une silhouette d'énergie, à la grande surprise de la fille. Puis le bébé réapparaît à côté d'elle, la laissant complètement choquée et sans voix. Soudain, la fille commence à dégager une aura verte alors qu'elle se prépare à se battre. Le protagoniste est choqué de voir que la fille a un sens divin de type vent. Sur ce, elle l'attaque avec son pouvoir du vent, mais le bébé utilise sa foudre pour se défendre. Les deux énergies s'affrontent, illuminant toute la pièce de leur couleur vibrante et intense. Il pense qu'utiliser ces deux pouvoirs en même temps est trop pour son corps de bébé. Il a une idée brillante pour résoudre cette situation compliquée. Alors, le MC pointe et utilise son sens divin du tonnerre à un niveau de puissance très bas. Sur ce, une petite lance de foudre frappe la fille. Le choc la paralyse pendant un moment et elle tombe au sol, incapable de bouger correctement. Le petit semble soulagé du résultat, mais est clairement très fatigué par l'effort. Allongé sur le sol, la servante peut encore sentir l'électricité parcourir tout son corps. Il s'approche prudemment et touche la lame tranchante. Cela, le petit se coupe le doigt exprès, et une goutte de sang apparaît sur le bout. Puis il utilise son propre sang pour écrire un message sur le sol pour elle. Il pense que c'est une bonne chose qu'il soit intelligent et qu'il ait réussi à trouver ce plan pour communiquer. En lisant le message, la fille comprend tout, et le bébé ouvre ses bras pour un câlin. Mais la fille l'attaque à nouveau, et le bébé se souvient qu'elle ne sait pas encore lire. Il esquive le coup et s'inquiète, car si quelqu'un la voit essayer de l'attaquer, elle sera finie. Pendant ce temps, le traître se promène dans le manoir en tenant une boîte en bois dans ses mains. Dans un flashback, le père du garçon dit qu'il est seulement en vie parce qu'il lui est encore utile. Allongé sur le sol, l'homme remercie le jeune maître pour sa clémence et promet de travailler plus dur. Le maître dit que le grand-père est furieux et qu'il doit trouver un moyen de plaire au bébé. L'homme pense qu'il a vendu tout ce qu'il avait pour acheter un objet rare lors d'une vente aux enchères. Soudain, il entend la voix du petit maître et se demande ce qui se passe dans la pièce. Sur ce, il ouvre la porte et entre dans la pièce, appelant les héritiers de la famille Liu. En entrant, il est accueilli par la scène des deux se poursuivant dans la pièce. Voyant une opportunité, le bébé regarde l'homme avec un regard sombre et un plan en tête. Le traître est complètement confus, ne comprenant rien de ce qui se passe. Puis le garçon saisit la main de la servante et tourne le couteau. Il utilise son pouvoir de foudre pour donner à la fille aux cheveux blancs un petit choc sur le front. Elle tombe au sol, et le bébé attrape le couteau en plein vol, complétant son plan parfait. Sans hésitation, le bébé se poignarde à l'épaule, et le couteau se couvre de sang. Le traître est complètement choqué par la scène et hurle de terreur, n'en croyant pas ses yeux. Ensuite, le garçon lance le couteau ensanglanté vers l'homme qui le regarde. Le pauvre gars attrape l'arme en plein vol et se fiche de peur, ne sachant pas quoi faire. Dans son choc, il finit par laisser tomber la boîte qu'il tenait. Alors le petit protagoniste prend une grande inspiration, se préparant pour sa grande performance. Peu après, il se met à pleurer bruyamment sur le dessus de la fille évanouie sur le tapis. L'homme tient le couteau ensanglanté, complètement désespéré par toute la situation. Au son, le grand-père et les autres arrivent en courant pour voir ce qui s'est passé. L'aîné et son fils regardent la scène avec des expressions sérieuses. Le petit continue de pleurer et s'appuie sur le serviteur pour faire croire qu'il l'a protégé. Furieux, le grand-père pointe du doigt le traître et l'accuse d'avoir essayé d'attaquer son petit-fils. L'homme jette le couteau par terre et essaie de se défendre, disant que ce n'est pas lui qu'il faut blâmer. Mais le père ne le croit pas et le frappe pour avoir osé blesser son fils. Désespérément, il explique que la fille a attaqué le bébé, et qu'il s'est défendu. Le bébé continue son numéro de pleurs tandis que le traître hurle de désespoir avec le nez en sang. Il jure à l'aîné qu'il dit la vérité, mais personne ne semble croire son histoire. Le père du garçon le frappe d'un autre coup de poing et demande furieusement où est le cadeau. Désespéré, l'homme cherche le cadeau qu'il a laissé tomber par terre pendant tout le chaos. Le grand-père félicite la petite fille d'avoir protégé son petit-fils et ordonne qu'on l'emmène se reposer. L'aîné pose sa main sur l'épaule du jeune maître, qui se crispe. L'aîné le regarde fixement, ses yeux rouges brillant intensément de rage. Il dit qu'il a appris à son fils comment élever des chiens, mais qu'il a failli perdre l'espoir de la famille Liu. Cela dit, le groupe quitte la pièce, laissant le traître agenouillé sur le sol, complètement terrifié.
L'homme commence à transpirer froidement et à trembler de peur de ce qui pourrait lui arriver maintenant. Soudain, le père du bébé se tourne et le regarde fixement avec un regard plein de haine et de mépris. Il lui donne un coup de pied fort et dit qu'il lui a donné une chance, mais qu'il a osé essayer de lui faire du mal quand même. L'homme essaie d'expliquer, mais le maître ordonne qu'on le traîne dehors et qu'on le donne à manger aux chiens. Voyant son plan réussir, le petit protagoniste soupire finalement de soulagement face au résultat. Avec une blessure à l'épaule, le petit regarde la fille inconsciente sur le sol, inquiet. Juste à ce moment-là, le majordome s'approche et dit qu'il doit emmener la servante se faire soigner immédiatement. Mais il panique quand il se souvient qu'il a écrit un message sur le sol juste en dessous d'elle. Alors, le garçon s'allonge sur la fille et secoue la tête pour empêcher l'homme de l'emmener. Le membre du personnel ramasse alors le petit maître, le soulevant de la fille inconsciente. Sur ce, le majordome le replace dans le berceau tandis que le garçon a l'air très angoissé. Voyant que l'homme est sur le point de ramasser la servante, il se demande s'il ne devrait pas l'assommer avec une décharge électrique. Soudain, une idée lui vient et il regarde la servante avec un nouveau plan en tête. Le membre du personnel ramasse la petite fille, et une mare de sang est laissée sur le sol de la chambre. Le protagoniste est choqué de voir que la servante est aussi réellement blessée. Voyant la tache de sang sur les vêtements de la fille, le majordome est également très surpris. Le petit est confus par la situation et ne comprend pas comment elle a pu se blesser. Sur ce, il l'emmène dehors et ordonne que la chambre du jeune maître soit nettoyée. Seul dans le berceau, le garçon soupire de soulagement mais se demande ce qui se passe. Mais il met ça de côté car il a des choses plus importantes à faire à ce moment-là. Il saute hors du berceau, prêt pour son prochain plan. Dans une salle de massage, une huile spéciale est préparée pour sa mère. La femme reçoit alors un massage relaxant du dos de l'une des femmes de chambre. La mère du garçon semble très détendue, profitant de son rare moment de paix. Mais la tranquillité prend fin lorsque le petit réclame du lait, la surprenant soudainement. Il rampe vers elle, et la femme se plaint qu'il soit encore là avec son énorme appétit. Le garçon commence à se nourrir, et la mère se plaint, demandant combien de temps il va continuer à téter. Mais il a besoin d'accélérer sa croissance pour pouvoir parler et tout expliquer au serviteur. Une semaine plus tard, le temps passe vite dans le manoir chic de la famille Lou. Et juste comme ça, notre personnage principal ressemble maintenant à un enfant de 3 ans et a finalement maîtrisé l'art de parler. La petite servante aux cheveux blancs lui lance toujours un regard noir. Elle est toujours convaincue que c'est lui le responsable de tout ce qui s'est passé avec son frère aîné. Alors le gamin se tourne vers YAY et lâche la bombe. C'est son frère. La fille est, genre, totalement scotchée. Elle se fige et ses yeux prennent une teinte rouge foncé. Puis il lui demande si le gâteau que son frère lui a acheté était bon. Cette question la replonge dans ses souvenirs, et elle commence à devenir super émotive. Dans ses souvenirs, elle se souvient de son frère qui l'appelait, elle et ses autres sœurs, pour venir manger du gâteau. Les 3 petites filles sont super excitées de voir un gâteau d'anniversaire juste devant elles. Elle se souvient de son grand frère coupant une part de gâteau pour ses petites sœurs. La fille se souvient de lui au téléphone, recevant l'ordre de rejoindre son équipe pour une mission. Une des sœurs essaie d'attraper un morceau, mais une autre l'arrête, lui disant d'attendre leur frère. Après cela, les 3 petites sont à la fenêtre, regardant la lune et attendant qu'ils reviennent. À ce moment-là, le visage de son ancien moi apparaît reflété dans la pleine lune, comme un souvenir. Dans le reflet de la lune, son ancien visage se mélange à son visage de bébé actuel. Il regarde la petite fille avec un doux sourire, les yeux remplis de larmes. Réalisant que c'est lui, elle ne peut plus se retenir et se met à pleurer. Elle s'effondre sur le sol et se met à sangloter, hurlant de façon incontrôlable. Il lui couvre la bouche et la fait taire pour que personne ne découvre leur secret. Avec sa petite main, il essaie d'étouffer les sanglots de la fille pour qu'il ne se fasse pas prendre. Juste après, elle lui jette les bras autour du cou, le serrant de toutes ses forces, ressentant un mélange de soulagement et de bonheur. Toujours en pleurs, la petite fille demande si celui qui est devant elle est vraiment son frère bien-aimé. Mais l'étreinte est si forte qu'il se plaint de ne pas pouvoir respirer dans son petit corps d'enfant. Elle le lâche, et notre gars est un peu étourdi, essayant de reprendre son souffle. Une fois qu'il a récupéré, il devient sérieux et regarde sa sœur, ayant besoin de réponses. Elle le regarde attentivement, les larmes coulant toujours sur son visage. Alors il la prend et lui demande comment elle a fini ici, et où sont leurs autres sœurs. Avec autant de questions, la fille est dépassée et demande à son frère de ralentir. Finalement, ils se calment tous les deux et se préparent à parler de tout ce qui s'est passé. La fille commence à expliquer que ce jour-là, il est parti en mission et n'est jamais revenu. Dans un flashback, les 3 sœurs affamées attendent, les yeux fixés sur le gâteau qu'il a acheté. Une des filles se demandait pourquoi leur frère mettait autant de temps à revenir. La plus jeune demande même s'il les a abandonnés, vu qu'il n'a jamais été absent aussi longtemps. Alors Yi a décidé d'aller le chercher et a appris sa disparition au quartier général de la mission. Là, elle a vu la femme d'un autre chasseur crier sur le traître à propos de la disparition de son mari. Le type, n'ayant aucune patience, l'a traitée de folle et l'a repoussée avec force. Un autre chasseur apparaît et accuse l'homme d'être entré dans le portail avec le jeune maître Liu et les autres.
À ce moment-là, la petite servante a compris que cet homme était derrière tout ça. Le traître regarde juste avec un air ennuyé, fumant sa cigarette avec désinvolture. Il libère sa puissance de feu, se préparant à attaquer son accusateur. Une boule de feu vole vers l'homme, qui est juste figé de peur par l'attaque. Il est touché de plein fouet, et son corps est complètement englouti par les flammes intenses. L'homme tombe au sol, vaincu, tandis que les autres regardent la scène, sans rien faire. Il les avertit que répandre des rumeurs sur le jeune maître est une idée stupide, car la mission était à haut risque. Notre gars dit que le traître a eu ce qu'il méritait pour les avoir doublés, puis demande ce qu'il en est des autres filles. En entendant la question sur les autres, l'expression de la petite change, et elle a l'air vraiment inquiète. Elle se remet à pleurer, laissant son frère complètement confus. Surpris par la réaction soudaine de sa sœur, il lui demande avec inquiétude ce qui leur est arrivé. À travers ses larmes, la fille explique qu'elle voulait juste venger son frère, mais alors une marée de démons est apparue de nulle part. Flashback sur un portail qui s'ouvre, et tout le monde se bat pour sa vie alors que l'invasion commence. Le souvenir de cette marée démoniaque la pétrifie complètement. Elle traverse les rues dévastées, criant frénétiquement les noms de ses deux autres sœurs. Pendant ce temps, quelques chasseurs passent nonchalamment, remarquant avec désinvolture que, oui, cette vague de monstres était assez méchante. Elle se retrouve seule, regardant la ville brûler, complètement anéantie. Les larmes coulant sur son visage, elle court sans but à travers tout le chaos et la destruction. La pauvre fille continue sa recherche seule, se frayant un chemin à travers les décombres de la ville dévastée par l'invasion. Les mains écorchées, elle s'effondre au sol, criant les noms de ses sœurs dans un désespoir absolu. C'est alors qu'elle se souvient de son frère, et craque, sanglotant et se demandant où il pourrait bien être. De retour dans le présent, notre perso principal réconforte sa sœur, lui disant de ne pas pleurer, car ils ont eu une seconde chance. Ses yeux brillent en rouge alors qu'il jure que quelqu'un nommé Shen sera le premier à payer pour ça. Dans une prison sombre et crasseuse, on coupe sur un couloir qui est juste éclaboussé de taches. Le traître est enfermé, criant à tue-tête qu'il est innocent, et qu'il était juste là pour livrer un cadeau. L'instant d'après, il est projeté contre les barreaux de sa cellule, un regard de terreur pure sur son visage. Parce que surprise, un démon se matérialise juste derrière le prisonnier terrifié. Le traître tombe à genoux, suppliant pour sa vie alors que la créature se rapproche, sa langue pendant. Tout ce qu'on entend, c'est un cri horrifié et soudain, le couloir de la prison a quelques taches rouges de plus. Le traître hors de la course, notre MC déclare qu'il est temps de retourner toute la famille Liu. Les larmes encore dans ses yeux, sa sœur est d'accord, promettant qu'elle fera tout ce qu'il dit. C'est alors qu'elle se souvient qu'elle a une mission très importante à mener avec RMMC. Alors, elle le soulève simplement dans les airs, annonçant que c'est l'heure du bain, mais il proteste, criant qu'il est son frère. Mais la fille explique que maintenant, elle est son accompagnatrice personnelle, et c'est sa mission quotidienne. Et juste comme ça, elle commence à l'emmener à la salle de bain, pendant qu'il crie à tue-tête qu'il ne veut absolument pas prendre un bain. Coupe sur la salle de bain, où notre MC est maintenant assis dans une cuvette pendant qu'elle prépare tout pour son bain. Elle s'approche de lui et dit qu'il est temps d'enlever ses vêtements, mais notre MC insiste sur le fait qu'il peut s'en charger lui-même. Mais elle n'écoute pas, et avec un sourire, elle lui enlève simplement ses vêtements en l'air. Elle baisse les yeux et gazouille sur le fait que son petit truc est mignon. RMC est absolument mortifié, mourant intérieurement à cause de la pure gêne de tout ça. Super gêné, il lui crie de ne pas regarder, lui rappelant encore une fois que ce n'est pas du tout correct. Elle déclare ensuite que puisqu'elle est plus grande maintenant, c'est à son tour de lui donner un bain à GI. Choqué, le MC demande ce qu'elle fait au monde alors qu'elle commence à enlever ses propres vêtements. Le garçon se couvre les yeux, complètement gêné par ses actions. Puis elle entre dans la baignoire, enveloppée dans une serviette, laissant le garçon totalement stupéfait. Pendant qu'elle le lave, elle se plaint de la souffrance des gens, tandis que les riches gaspillent tout. Notre MC se met en colère et dit que la justice est quelque chose qu'il faut prendre en main. Sur ce, son visage prend une expression de détermination féroce à changer la réalité. Un instant plus tard, la fille propose de le frotter, mieux, le plongeant dans une panique totale. Il commence à se disputer parce qu'il refuse, mais elle insiste sur le fait qu'on lui a demandé de le faire. Après le bain, le garçon est allongé sur le sol pendant que sa sœur range ses vêtements. Il pense à quel point c'est humiliant d'être le frère aîné et d'être traité comme un petit enfant. La fille lui demande ce qui ne va pas, mais il détourne simplement le visage, boude, et ne répond pas. Elle est triste de son attitude et se plaint qu'il n'a jamais été aussi méchant avec elle auparavant. Pour éviter plus de conversation, il laisse juste échapper un soupir. Mais ensuite, il se lève, dit qu'il n'est plus en colère, et qu'il a quelque chose d'important à demander. La fille sourit gentiment et lui dit d'aller de l'avant et de demander ce qu'il veut, pas de problème. Alors, il demande si elle a éveillé des capacités d'éléments du vent, et sa sœur le confirme. Notre MC est stupéfait, car le premier cas enregistré d'éveil remonte à l'âge de 12 ans. Il se demande comment elle a réussi un tel exploit, étant si jeune et sans aucune formation. Elle secoue juste la tête et dit qu'elle n'est pas vraiment sûre de la façon dont c'est arrivé non plus. Elle explique qu'un panneau est apparu,
lui montrant ses statistiques et la guidant pour éveiller son pouvoir. Notre MC est complètement époustouflé d'entendre le mot panneau venant d'elle. À cet instant, il se souvient de son propre système, celui qui affiche ses capacités de tonnerre. Il jette un coup d'œil à l'interface et se demande si sa boîte de dialogue est du même genre. Ensuite, il se demande comment sa sœur a également obtenu un panneau et s'est réveillée si incroyablement jeune. Elle remarque qu'il s'est absenté et demande si quelque chose ne va pas, mais il esquive juste. Il lui dit que maintenant qu'elle a éveillé sa capacité, elle doit s'entraîner dur pour devenir forte. Avec un regard déterminé, la petite fille répond qu'elle va s'entraîner super dur à partir de maintenant. Il lui caresse la tête et dit que de toutes les sœurs, elle a toujours été la plus responsable. Soudain, ils entendent tous les deux frapper à la porte de leur chambre et se figent. Une servante annonce que le dîner est prêt et que le maître a ordonné à leur mère de lui préparer du lait. Elle tend un biberon plein à la sœur du MC, qui le fixe, surprise. Elle prend le biberon, et notre MC s'approche d'elle avec un nouveau plan déjà en tête. Il dit qu'ils doivent utiliser toutes les ressources de la famille Liu pour devenir plus forts et rapidement. La fille demande comment ils sont supposés faire ça, puisqu'elle s'entraîne déjà aussi dur qu'elle le peut pour monter de niveau. Avec un sourire espiègle, il lui dit d'ouvrir la bouche et de découvrir le secret du pouvoir. Bien qu'elle hésite un peu, la fille ouvre la bouche, curieuse de savoir ce que son frère prépare. Il lui met alors le biberon dans la bouche et lui dit de boire et de voir ce qui se passe. Suivant son ordre, elle commence à boire le lait pendant que notre MC la regarde attentivement. Tout d'un coup, une aura violette commence à tourbillonner autour d'elle, et elle est choquée par la sensation. Confuse, elle demande à son frère pourquoi autant de puissance coule si facilement dans son corps. Notre MC explique que la constitution unique de leur mère transforme les cristaux en quelque chose comme de l'énergie pure. Il dit que c'est une substance que même les escouades d'élite auraient du mal à obtenir lors des missions. Mais leur mère peut produire cette essence continuellement, faisant d'elle une source infinie de puissance. Sa sœur est choquée, commentant que c'est quelque chose d'inédit à l'académie. RMC soupçonne que les familles nobles cachent des secrets et manipulent les masses pour qu'elles se battent pour eux. Avec un regard déterminé, il conclut qu'ils doivent découvrir jusqu'au dernier de ces secrets cachés. Sa sœur lui offre alors le biberon, lui disant d'en boire aussi pour qu'il devienne plus fort. Mais il refuse, lui disant de tout finir et d'atteindre d'abord sa limite de puissance. Puis il commence à s'éloigner, les yeux fixés sur son prochain objectif. Il dit à haute voix qu'il va aller manger aussi pendant que sa sœur continue à boire au biberon. Arrivé à la chambre de sa mère, les servantes se demandent pourquoi il est de retour là. La prochaine chose que nous voyons est le garçon se nourrissant directement de sa mère dans la piscine de la maison. La femme se plaint qu'elle a déjà fourni tellement de lait que le petit morveux ne fait que manger et manger sans s'arrêter. Une des servantes ordonne rapidement aux autres de préparer davantage de repas médicinaux pour la madame. Notre MC pense que la vengeance commence maintenant, et que lui et sa sœur sont sur le point de modifier l'ordre même des cieux. Alors que la foudre s'abat sur le manoir, il jure qu'il va complètement bouleverser la famille Liu. Notre héros rampe sur le sol de sa chambre, un regard déterminé sur son visage alors qu'il cherche quelque chose. Pendant ce temps, nous avons un flashback du traître paniquant, criant que le cadeau était dans sa main alors qu'il le cherche frénétiquement. Puis notre MC jette un coup d'œil sous un meuble et aperçoit la petite boîte que le traître a laissé tomber. Avec un sourire satisfait, il saisit le cadeau, pensant que ce doit être quelque chose d'incroyablement précieux pour la famille. Il ouvre ensuite la boîte, et une intense lumière bleue illumine son minuscule visage. À l'intérieur, il trouve un grand cristal bleu et se demande si c'est un cristal de bête magique. Un panneau système apparaît immédiatement, l'informant qu'il s'agit d'un rare cristal de compétences d'élément tonnerre. Notre MC est confus car il n'avait aucune idée que les compétences pouvaient être absorbées au lieu d'être cultivées. Le système explique qu'après avoir chassé des bêtes évoluées, il y a une chance d'obtenir ces objets rares. Notre petit gars est surpris qu'une chose pareille existe, mais se méfie, demandant comment la voix connaît ses pensées. À ce moment, il est totalement choqué, un regard de pure panique sur son visage alors qu'il réalise ce qui s'est passé. La voix dit qu'elle est dans sa conscience, et il ricane, disant qu'il connaît tout sur ses tropes grâce au roman. Il se souvient que dans sa vie passée, il était un étudiant accro aux jeux et aux romans web qui avaient des systèmes. Dans ces histoires, les personnages principaux obtiennent des récompenses et renversent la situation, se vengeant de leurs ennemis. Furieux, il crie que le système est inutile, mais la voix rétorque que sans lui, il n'aurait même pas été réincarné. Le MC s'arrête, réfléchit un instant, et doit admettre que la voix mystérieuse a raison. Les bras croisés, il questionne ensuite sa connexion avec le système de sa petite sœur. La voix nie toutes sortes de liens et l'exhorte à devenir plus fort et rapide. Il accepte et se concentre sachant qu'il doit saisir toutes les opportunités qu'il peut obtenir. Il s'assoit alors sur le sol et, avec une concentration intense, commence à absorber l'énergie du cristal. Avec ça, une puissante énergie divine commence à circuler dans son petit corps. Un instant plus tard, il tend la main et invoque avec succès sa nouvelle compétence, la lance de foudre. Il est complètement abasourdi, ayant tout juste acquis une compétence qui aurait dû prendre 10 ans à maîtriser. Il sent la puissance condensée dans la lance et se demande à quel point elle est vraiment forte. Sans une seconde pensée,
il lance l'arme de toutes ses forces pour tester sa nouvelle puissance. Le protagoniste regarde son attaque électrique puissante voler dans les airs. Le bruit de l'explosion attire l'attention du grand-père, qui arrive en courant avec le majordome pour voir ce qui s'est passé. Mais ce qu'il trouve, c'est le père du garçon, dans son caleçon Bob l'éponge, se plaignant à la mère du MC du bruit. Le grand-père et la petite sœur du MC sont complètement abasourdis par la scène. Le garçon regarde le trou géant qu'il vient de faire dans le mur du manoir avec sa nouvelle compétence. Furieux, le grand-père exige de savoir qui a fait ça, et le majordome explique qu'il a entendu un éclair provenant de la pièce. Mais en voyant son petit-fils, l'humeur du vieil homme change, et il le soulève, célébrant sa nouvelle compétence divine. Il loue ensuite la mère du garçon, la remerciant d'être si productive pour la famille. Cependant, le père du garçon semble irrité par toute la situation et se plaint du bruit qu'il a fait. À cela, le grand-père le gronde, disant qu'il devrait être fier du talent exceptionnel de son fils. Le grand-père décide alors qu'il emmènera son petit-fils au festival annuel de chasse de la famille. Un instant plus tard, le chef de famille demande au majordome si tout est organisé pour l'événement. Le vieil homme rit, disant que ses descendants doivent apprendre leur véritable valeur dès leur plus jeune âge. Cradle Dinis Mother S Arms, or protagonist is a noyé, having no idea what they're planning. And so, the group walks down along hallway towards the location of the hunting festival. Once there, the grandfate uses energy to open a massive circular gate in front of them. The gate open revealing a large swirling vortex of bright purple energy to everyone. Standing before the dimensional portal, the family had prepared to lead the group inside. The MC is stunned realizing the Liu family can open dimensional portal all by themselves. Et j'ai angry thinking about how many secrets the powerful hid from the weak who are just struggling to survive. The group then step through the portal and arrive in a dance, qui est forest on the other side. While the grandfate praise him, the MCS mom complain that he never stop eating all day. Suddenly, the MCS father point to the sky and yell a warning that something is approaching. Everyone look up to see a smoke trail closing in on them rapidly. La chose mystérieuse traverse les arbres à une vitesse incroyable. Bientôt, un serpent géant à plusieurs têtes apparaît et attaque brutalement un groupe de chasseurs. Un chasseur essaie de frapper la créature, mais son arme se brise, tandis qu'un autre utilise un champ de force pour se défendre. Quand il voit un python de rancé et un roi python de rambé dans un portail de rancé, le protagoniste et sa sœur sont choqués, et la fille reconnaît l'un des chasseurs. Juste à ce moment-là, un des serpents se jette sur une des chasseuses. À la surprise générale, la jeune fille aux cheveux roux réussit à maintenir la gueule de la créature ouverte à main nue. Mais elle lutte de toutes ses forces pour éviter d'être mordue par les crocs acérés du monstre géant. Malgré cela, la force du serpent est trop grande, et il la repousse d'un seul coup. Le chef des chasseurs crie alors à tout le monde de se battre pendant qu'il se retire de la zone dangereuse. Le chef du groupe essaie de repousser le monstre avec un bouclier, mais un autre chasseur essaie de l'attaquer par derrière. La jeune fille aux cheveux roux court et crie désespérément pour qu'il fasse attention. Mais le coup de poing du chasseur traverse le bouclier et frappe le capitaine de plein fouet. La force du coup de poing fait perdre son bouclier au chasseur qui se battait contre le serpent. À ce moment-là, le serpent géant est frappé par un éclair violet provenant d'un autre chasseur. Un autre chasseur crie furieusement sur le traître pour avoir attaqué leur capitaine. Le traître se contente de sourire méchamment alors qu'il se prépare à attaquer l'autre homme. Avec un coup violent, il attaque sans pitié le chasseur, le laissant gravement blessé. Un des autres chasseurs est choqué, car il semble avoir reconnu l'attaquant. Il révèle que l'homme est Kui Sheng, un criminel qui avait déjà été condamné. Kui Sheng se met à rire comme un maniaque devant le désespoir du chasseur. Il donne alors un coup de pied à l'homme, l'envoyant voler avec une force incroyable. Le chasseur blessé s'envole directement dans la gueule du serpent géant, qui l'attendait. Notre petit protagoniste regarde tout cela avec une expression sombre. Il se souvient de sa vie passée lorsque Kui Sheng a jeté un ami à sa perte. Une éclaboussure de sang apparaît symbolisant ce qui vient de se passer. À l'époque, il a vu ses amis se faire éliminer un par un. Le monstre qu'ils nourrissaient avec leurs propres camarades émerge, imposant et terrifiant. Avec un sourire cruel, le père du MC leur ordonne de nourrir la créature pour former un trésor. Il dit alors à Kui Sheng d'attaquer l'ancien lui de notre héros sans une seconde pensée. Le sbire se précipite vers le jeune homme, prêt à porter le coup. Mais le type active son pouvoir et se prépare à l'affrontement inévitable avec son ennemi. Ice Fist brille d'une énergie puissante alors qu'il se rapproche. Leurs deux poings se heurtent dans un impact violent et rempli de puissance. Il nous dit que Kui Sheng est comme un démon qui aime écraser les gens. On révèle qu'il était protégé par la famille Liu et qu'il est maintenant l'un de leurs hommes de main. De retour dans le présent, sa sœur se demande comment ils peuvent sauver la jeune fille aux cheveux roux. Mais notre protagoniste semble avoir une idée et ses yeux brillent, un plan se formant déjà dans son esprit. Alors, il se retourne et recommence à manger, ce qui énerve vraiment sa mère. Elle demande ce qu'il fait au juste alors que notre MC se remplit la bouche de lait, faisant une drôle de tête. Il recrache tout, la laissant complètement choquée. Dégoûtée, elle crie sur notre héros pour l'avoir sali et le jette en l'air. Voyant toute cette agitation,
le grand-père du garçon lance un regard furieux à cause de tout ce bazar. Juste après, la petite sœur du MC passe à l'action. Comme ça, elle attrape notre héros en plein vol, le sauvant de la chute. La jeune fille atterrit en toute sécurité sur le sol, tenant son petit frère avec précaution dans ses bras. Elle demande si son frère va bien, et il explique son plan directeur, créer le chaos pour sauver le chasseur. Soudain, le père de notre jeune homme gifle sa femme, fort sur le visage, la laissant complètement abasourdie. Il la saisit ensuite fermement et la gronde pour avoir été si négligente avec leur fils. Furieuse, la femme dit que même ses propres parents n'ont jamais osé lever le doigt sur elle, et elle se met incroyablement en colère. Sur ce, elle invoque une arme de glace et se lance à la poursuite de son mari, cherchant à se venger. L'homme se défend avec ses pouvoirs, disant qu'il faut lui donner une leçon pour son audace. Les enfants regardent attentivement le déroulement du combat juste devant eux. La mère et le père s'affrontent avec leurs capacités, mais une explosion d'énergie apparaît soudainement entre eux. Le grand-père du garçon se présente, et les parents du MC le regardent fixement. Le grand-père dit qu'en tant que mère, elle doit faire passer son fils en premier et ne pas être aussi imprudente. Avec un regard furieux, il leur dit qu'ils ont tous les deux la responsabilité de leurs deux familles. Sur ce, le couple se calme et renonce à ses armes, tandis que les enfants regardent de loin. La sœur du MC demande ce qu'ils vont faire maintenant, mais il lui dit de ne pas s'inquiéter car ils arrivent. Soudain, la jeune servante entend un bruit étrange. Le majordome informe le grand-père qu'il a senti un mouvement venant des bois voisins. La famille remarque également quelque chose qui approche et se met en état d'alerte maximale. Juste à ce moment-là, 3 gobelins émergent de la forêt avec des expressions vraiment bizarres sur leur visage. D'un point de vue plus élevé, nous voyons les gobelins commencer à se rapprocher de la famille du MC. Les créatures commencent à crier désespérément, comme si elles se préparaient à une bataille. L'instant d'après, les 3 monstres sont empalés par des pieux en bois qui les transpercent sans pitié. Le père du MC se demande comment cela est possible puisque la zone était censée avoir été nettoyée au préalable. Le grand-père se plaint, c'est ce qui arrive quand tout ce que tu sais faire, c'est causer des problèmes dans les bars au lieu de potasser les bouquins. Juste à ce moment-là, la mère du garçon commence à briller d'une énergie violette. La petite sœur explique que l'essence de leur mère attire les bêtes démoniaques, surtout celles de haut niveau. Sur ce, les bruits de nombreux pieds de gobelins commencent à se rapprocher, mettant le groupe sur les nerfs. Puis une horde de gobelins d'élite apparaît devant eux, menée par un rambé. Un des monstres se jette sur la famille, sa hache prête à frapper sans pitié. Impassible, le grand-père ordonne à ses subordonnés de s'occuper de la situation immédiatement. Et comme ça, la famille commence à combattre les monstres en utilisant leurs puissantes capacités élémentaires. Profitant de tout ce chaos, notre MC dit à sa sœur qu'il est temps pour eux de s'en aller. Alors, la jeune fille court vers une falaise avec son petit frère dans ses bras. Sans une seconde pensée, la sœur du MC saute de la falaise, plongeant à grande vitesse avec notre jeune héros. À cet instant, les yeux de la jeune fille brillent intensément alors qu'elle active sa capacité spéciale. Utilisant son pouvoir du vent, elle commence à voler dans le ciel, emmenant son frère en sécurité. Notre MC demande quand elle a appris à voler, et elle dit que c'était une récompense du système. Surpris par cette révélation, notre perso principal est décontenancé et demande de quel genre de tâche il s'agissait. La fille révèle avec un sourire que la tâche du système était simplement de donner un bain à son frère. Dans un flashback, on voit qu'en terminant la mission, elle a reçu la technique de vol rare en récompense. Notre perso principal est agacé, se demandant comment un système pouvait donner une récompense aussi géniale pour une tâche aussi stupide. La petite sœur rousse du perso principal se bat courageusement contre un serpent, le frappant avec son épée aiguisée. Mais ensuite, un autre serpent énorme apparaît et attaque les autres chasseurs, brisant leur bouclier avec facilité. D'un coup puissant, la créature envoie voler l'un des chasseurs, brisant complètement sa garde. Au sol, la femme crie désespérément à son capitaine qu'ils ne peuvent plus continuer à se battre. Le capitaine du groupe confronte alors Quixion, lui demandant pourquoi il les attaque de cette façon. Avec un sourire méchant, le traître dit qu'il aime entendre les cris de ses victimes. Le chef demande qui est son maître et dit que violer l'accord de la guilde est contraire à la loi. Le méchant répond que les lois ne sont que pour les faibles et pour les roturiers comme eux, et qu'il s'en fiche éperdument. Juste après, il se précipite vers le capitaine à grande vitesse, prêt à porter un coup. Mais au lieu de cela, il attaque l'une des chasseuses, la prenant au dépourvu avec son incroyable vitesse. Vaincue, la femme supplie son capitaine de la sauver de cet homme terrible et sans cœur. Sans aucune pitié, le traître la jette directement dans la gueule du serpent géant comme collation. Le serpent géant dévore la chasseuse sans la moindre pitié, juste devant tout le monde. Désespéré, le capitaine crie que la mission a échoué et dit à tout le monde de courir pour sauver leur vie. La fille rousse est paralysée par la peur et le choc face à la scène horrible dont elle vient d'être témoin. Aveuglé par la rage, le chef de groupe charge avec son épée, criant qu'il va en finir avec le traître. Il lance une frappe puissante, mais le méchant se déplace rapidement et esquive l'attaque avec facilité. En un instant, le traître contre-attaque et porte un coup direct au capitaine. Voyant son chef blessé, la jeune femme traite l'homme de monstre et se prépare à se battre.
Elle lance alors un objet sur l'ennemi, essayant de gagner du temps. Mais le traître ne bronche même pas, car la pierre que la fille a lancée ne lui fait rien. Le coup déchire juste une partie de la chemise du traître. Le méchant dit que c'est dommage qu'il l'ait croisé ici parce qu'ils vont tous périr. Il saute vers la fille, ses griffes acérées prêtes à frapper. Terrifiée, la jeune femme est entourée des éclats d'une épée brisée. À la dernière seconde, le capitaine se jette devant elle, encaissant le coup fatal à sa place. Le chef tombe au sol sans vie alors que le traître l'ignore simplement et passe à autre chose. Le traître jette le corps du capitaine, qui est ensuite dévoré par le serpent géant. Désespérée, la fille hurle de terreur devant la scène horrible dont elle vient d'être témoin. On voit le serpent géant dévorer le capitaine alors que des éclairs violets jaillissent de son corps. Le méchant regarde la fille et dit que c'est dommage car il voulait l'ajouter à sa collection. Il voulait la transformer en un de ses spécimens pour l'exposer comme un trophée. Avec sa main tachée de sang, il se prépare à attaquer la fille. Le méchant pose alors sa main sur son visage alors qu'elle pleure, complètement désespérée. Dans ces derniers instants, la fille appelle ses frères et sœurs, se demandant où ils sont. Soudain, une épée de foudre géante apparaît, et une voix dit qu'ils sont arrivés pour la sauver. Le traître se retourne et parvient à bloquer la puissante attaque avec son bras. La frappe provoque une explosion d'énergie jaune, mais le méchant la repousse simplement. La jeune femme lève les yeux, surprise, et appelle le nom de sa sœur, Oueye. Juste à ce moment-là, RMC et sa sœur atterrissent sur le sol, prêts pour la bataille. La fille reconnaît l'ancienne apparence du perso principal et l'appelle « frère ». Notre perso principal dit à sa sœur qu'il expliquera tout plus tard. Mais pour l'instant, ils ont du pain sur la planche. Pendant ce temps, la fille aux cheveux roux le regarde juste avec ce « Qu'est-ce qui se passe dans le monde ?» Regard sur son visage. Face au serpent, notre héros se rend compte que la bête a évolué en grignotant des éveilleurs. Quelque chose qui n'a jamais été enregistré auparavant. En même temps, le méchant a l'air de se libérer de quelque chose alors que cette énergie jaune intense tourbillonne autour de lui. Avec une dernière poussée, il libère toute sa puissance en même temps, brisant ce qui le retenait en un instant. Le méchant les regarde alors et ricane, demandant si ce ne sont pas le jeune maître et sa petite servante. Et juste comme ça, le trio de frères et sœurs affronte son adversaire, prêt pour le combat qui va se dérouler. La rousse demande, totalement confuse, comment ils savaient pour elle et pourquoi ils avaient l'autre petite fille avec eux. Mais le méchant ignore sa question et commence à comploter comment il va gérer cette nouvelle situation. Notre perso principal se rend alors compte que son ennemi n'est pas un simple idiot, mais en fait un sacré malin. L'homme révèle son plan machiavélique, transformer la servante en une marionnette sans esprit, et livrer notre perso principal à son patron. On voit alors les conséquences du pouvoir du méchant, ayant abattu plusieurs chasseurs sans pitié. De multiples armes faites d'énergie rouge apparaissent, planant au-dessus des chasseurs vaincus. Il est révélé que l'ennemi a un pouvoir de type métal, lui permettant de fusionner des armes avec son propre corps. Notre protagoniste analyse alors leur niveau de puissance et se rend compte que l'écart entre eux est juste énorme. Mais alors, une idée jaillit dans l'esprit de notre protagoniste et ses yeux s'illuminent. Il se tourne vers ses sœurs et leur dit d'écouter attentivement et de suivre ses instructions. De l'autre côté, l'adversaire se prépare à se battre alors qu'une énergie étrange rayonne de lui. Le méchant lance une attaque fulgurante avec ses griffes, visant directement notre perso principal. Voyant le danger, ses sœurs sautent en arrière, et il se prépare à contrer. Il active alors son éveil de type foudre divine, libérant une immense énergie jaune. Notre protagoniste utilise son pouvoir pour esquiver les attaques du méchant à une vitesse incroyable. Le méchant est abasourdi quand il voit la technique du gamin, la reconnaissant comme un mouvement interdit. Il se souvient alors qu'il y a quelque temps, il a vaincu quelqu'un qui utilisait exactement la même technique. Dans ses souvenirs, il se souvient de l'épreuve de force contre la vie passée de notre protagoniste. Faisant le rapprochement, il réalise qui est le gamin et commence à rire de l'incroyable coïncidence. Cependant, le corps d'enfant de notre perso principal, Si, ne peut pas supporter autant de puissance et commence à faiblir. Sachant qu'il n'a qu'une seule chance, il crie les noms de sa sœur pour lancer le vrai plan. Le méchant entend un bruit et tourne la tête vers le son. À ce moment-là, la sœur aux cheveux roux apparaît, tenant un rocher géant, prête à écraser l'ennemi. Sans une seconde de plus, la fille lance l'énorme rocher droit sur le méchant. Mais l'ennemi esquive l'attaque avec facilité, et le rocher se brise sur le sol à cause de l'impact. Il remarque alors un bruit étrange et une traînée d'énergie verte, se déplaçant rapidement sur le sol. L'homme se met immédiatement en alerte, voyant l'énergie venir vers lui, prêt à tout. Soudain, une gigantesque tempête de vent et de poussière se forme juste devant lui. Celle qui est derrière cette attaque est l'autre sœur, utilisant sa capacité de vent. Même à l'intérieur de la tornade, l'adversaire reste complètement imperturbable, disant que ce ne sont que des tours bon marché. Saisissant la diversion, notre protagoniste concentre son pouvoir et crée une lance de foudre pleine de force. Utilisant une technique d'arts martiaux divine, il lance l'arme avec chaque once de force qui lui reste dans le corps. Le méchant se retourne, surpris, et maudit notre MC d'être si rusé alors qu'il se prépare à l'impact. La lance de foudre frappe le méchant en pleine tête, le blessant gravement à l'impact.
L'attaque est si puissante qu'elle traverse l'adversaire et continue sa trajectoire vers le ciel. L'énergie de la lance provoque une explosion massive, laissant une traînée de destruction dans la forêt. Épuisé, RMC s'effondre, et sa sœur commence immédiatement à le réprimander pour avoir utilisé un mouvement aussi imprudent. Sur ce, les deux filles veillent sur lui, super inquiètes de son état après qu'il se soit autant surpassé. Même s'il est blessé, le méchant se contente de sourire et de dire que cela n'a pas d'importance car il va protéger le jeune maître des deux petites filles. Avec un sourire effrayant, il révèle une lame tranchante, prêt à tout recommencer. Sans perdre de temps, il se précipite vers les deux filles à grande vitesse pour les achever. La servante crie un avertissement et saute devant la tête du raid pour la protéger de l'attaque ennemie imminente. D'un coup brutal, il porte un coup direct à la jeune fille aux cheveux blancs avec une force incroyable. L'impact la fait voler, et elle finit par s'écraser violemment contre un arbre. Le méchant fixe alors l'autre jeune femme et lui dit de ne pas s'inquiéter, son tour arrive bientôt. Il transforme ses mains en lames acérées et se prépare pour sa prochaine attaque impitoyable. Avec ses lames, il plaque la jeune femme au sol et lui dit d'être un bon appât pour ses plans. Mais un éclair jaune apparaît et détourne l'attaque, sauvant la fille à la toute dernière seconde. L'ennemi vise alors le protagoniste, prêt à le transpercer avec son petit poignard. Il serre fermement l'arme et la baisse, avec l'intention de mettre fin à la vie du garçon sur le champ. La lame perce alors le dos de RMC, le blessant gravement. Le méchant l'envoie voler pendant que la sœur aux cheveux roux regarde avec un désespoir total. La fille parvient alors à se libérer, attrape son frère blessé et s'enfuit. Le méchant serre le poing, demandant pourquoi notre MC est si pressé de rencontrer son créateur. Mais notre protagoniste, bercé dans les bras de sa sœur, répond qu'en fait, c'est l'ennemi qui est sur le point d'être abattu. Avec l'œil ensanglanté, l'adversaire est furieux du culot du petit enfant. Soudain, une silhouette apparaît dans le ciel, criant et le traitant de bâtard ingrat, pour avoir osé attaquer son maître. C'est le grand-père de notre MC, qui le regarde avec des yeux de pure rage. Le méchant comprend alors que l'attaque flashy précédente était en fait un signal pour attirer l'attention de la famille. Se contente de sourire, confirmant le plan astucieux qu'il a concocté. Revenant un peu en arrière, la famille arrive sur le lieu du combat, et le majordome dit que le jeune maître est parti. Le père se plaint que l'enfant puisse déjà marcher, et le majordome l'informe que la servante a également disparu. Furieux, le chef de famille crie à ses hommes de se dépêcher et de les retrouver tous les deux. Juste à ce moment-là, ils aperçoivent la traînée de lumière de l'attaque de notre MC et savent exactement où aller. Le grand-père utilise alors son pouvoir de foudre et vole à toute vitesse vers le signal. Arrivant sur les lieux, le grand-père évalue immédiatement la situation, et le méchant commence à paniquer. Il pense alors que sa seule chance est de capturer le protagoniste pour l'utiliser comme otage. Il charge à pleine vitesse sur les frères et sœurs pour essayer de les attraper. Mais la sœur aux cheveux roux sort un bâton et se prépare à contrer, à attaquer pour protéger son frère. Elle lance un coup puissant sur l'ennemi, qui ne s'y attendait absolument pas. L'homme est stupéfait par l'attaque de la fille et la regarde avec une rage pure. Tout d'un coup, le père du protagoniste apparaît, furieux, et traite le méchant d'inutile pour ses échecs. Il attaque alors le méchant, qui essaie de s'enfuir, affirmant que ce n'était pas de sa faute. Cependant, l'homme finit par être acculé par l'une des bêtes géantes de la région sans pouvoir s'échapper. Sans pitié, la créature l'attaque tous en même temps, ne lui laissant aucune chance de s'échapper. Après cela, le serpent commence à évoluer, se transformant en une puissante créature dorée. Le majordome se précipite vers les enfants et dit que notre MC va bien, malgré la blessure qu'il a subie. Le grand-père félicite les filles et dit que le serpent est maintenant prêt pour qu'elle récolte son rare trésor. Et c'est là que ça le frappe, les familles nobles utilisent des civils pour nourrir et faire évoluer ces bêtes. Sur ce, le grand-père et son fils se préparent à affronter la puissante créature dorée qui a émergé. L'affrontement entre eux génère alors une gigantesque explosion d'énergie rouge à travers la forêt. L'affrontement entre eux déclenche une gigantesque explosion d'énergie rouge qui traverse toute la forêt. De la fumée, deux silhouettes émergent alors que les enfants regardent tout se dérouler à une distance sûre. Notre héros fait alors le rapprochement, les familles nobles utilisent des civils pour nourrir et faire monter de niveau ces bêtes. Juste après que grand-père et papa se préparent à se battre avec la puissante créature dorée qui vient d'apparaître, ils mentionnent alors que cette récolte était bien meilleure que ce qu'ils s'attendaient à obtenir ce jour-là. Grand-père ordonne au majordome d'emmener les deux filles collecter les matériaux restants pour l'entrepôt. Dans sa tête, le vieil homme est déjà en train de comploter pour mélanger les articles de mauvaise qualité avec de la ferraille afin de les vendre aux chasseurs moyens. Et pour les articles de haute qualité, il veut faire grimper les prix et faire payer les équipes de première ligne au prix fort. Il remet ensuite le sac de poison à son fils pour qu'il l'utilise et crée de nouvelles relations importantes. Pendant ce temps, le père de notre gars regarde avec un sourire narquois collé sur son visage. Grand-père remet la corne de serpent argenté pour qu'elle soit emmenée à la maison de vente aux enchères. Quant aux écailles, il dit qu'il va les transformer en trésors protecteurs pour son précieux petit-fils. En entendant tout cela, notre protagoniste se retrouve avec un regard perplexe sur son visage, complètement confus par leurs actions. Sur ce, le majordome s'incline devant son maître et accepte de suivre tous ses ordres. Cependant,
le père de l'enfant intervient et demande à son père de lui remettre l'essence du roi serpent. Grand-père grommelle, disant qu'il a une excellente femme et qu'il serait préférable que son fils partage avec lui. Juste à ce moment-là, la mère du protagoniste s'approche, tandis que ses sœurs regardent à l'arrière-plan. Le père de notre héros est choqué par sa présence et se contente de regarder, incapable de réagir. Son expression se transforme alors en colère, et il serre les dents fort. Dans les bras de sa sœur, le protagoniste regarde en arrière, et fixe l'homme avec une expression très sérieuse. Grand-père lance alors l'essence de serpent au majordome, qui l'attrape en plein vol avec facilité. Tenant la sphère d'énergie, le majordome est émerveillé par la puissance qu'elle rayonne actuellement. Le chef de famille dit que son fils aîné évolue et que cela sera utile. À genoux, le majordome le remercie pour sa générosité et promet une loyauté éternelle à la famille. Quelques jours passent, et nous voyons la luxueuse demeure du clan Lu sous un ciel étoilé. Dans la pièce, notre héros tient un pendentif pendant que sa sœur l'informe que Xuang est maintenant sa servante. Et juste comme ça, les deux sœurs apparaissent habillées en uniforme de soubrette et lui sourient. Il regarde ensuite le pendentif, et un message du système l'informe qu'il a reçu un objet défensif de rang A. Voyant son expression, l'une des filles demande avec inquiétude ce qui ne va pas avec son frère. Soudain, les yeux du garçon brillent et il frappe le pendentif avec son pouvoir de foudre. Il utilise sa capacité de foudre pour essayer de surcharger le pendentif. Une énorme explosion d'énergie jaune jaillit alors de la fenêtre de sa chambre. Les deux sœurs regardent notre héros, complètement choqués par cette démonstration de puissance. Même avec la décharge électrique, le pendentif reste complètement intact, sans une seule égratignure. Ils pensent que cette petite expérience a confirmé que les bêtes évoluent si elles dévorent des êtres éveillés. Notre protagoniste comprend que les familles nobles utilisent des gens ordinaires comme appât pour leurs plans. De cette façon, ils mettent la main sur des ressources et de l'équipement puissant auxquels les faibles n'auraient jamais accès. Mais ce qu'ils enseignent à l'académie, c'est que les nobles risquent leur vie pour protéger les faibles. Se souvenant de toute cette hypocrisie, notre protagoniste se met en colère et serre les poings. Les sœurs demandent alors si l'information est vraiment si puissante. Il se tourne et explique qu'il commence seulement à comprendre à quel point un manque d'information est dangereux. Il dit ensuite qu'à partir de maintenant, ils doivent utiliser la famille Liu pour recueillir plus d'informations. Avec un regard déterminé, les deux filles acceptent de suivre le plan de leur jeune frère. Un moment, Héros demande à Xuang pourquoi elle était avec cette équipe divine. Elle hésite à répondre, et l'autre sœur intervient en disant qu'elle veut savoir pourquoi son propre pouvoir est si fort. La sœur aux cheveux roux reste sans voix, et l'autre la regarde fixement. Ensuite, le protagoniste pose des questions sur l'autre sœur nommée Sansan, et la jeune femme se crispe. En entendant le nom de l'autre fille, la jeune femme est complètement choquée. Les larmes aux yeux, elle essaie d'expliquer ce qui est arrivé à Sansan. Elle s'effondre ensuite sur le sol et se met à pleurer à chaudes larmes, incapable de s'arrêter. À ce moment-là, le protagoniste lui couvre la bouche et l'avertit qu'il ne faut pas pleurer fort ici. Après s'être calmée, elle s'assoit sur le lit, encore très secouée par la situation. Elle commence à expliquer que ce jour-là, Yi est sorti chercher leur frère et n'est jamais revenu. Dans un flashback, nous voyons une petite Xuang affamée fixer un morceau de gâteau. Sa main s'étend pour saisir la cerise sur le gâteau. Elle a l'air triste, attendant que ses frères et sœurs rentrent à la maison. Elle décide alors d'aller chercher son frère Yi pour qu'il puisse rentrer à la maison plus tôt. Alors, Xuang commence à fouiller la maison sombre, appelant le nom de Sansan. Effrayée, elle court dans le couloir sombre et demande à sa sœur d'arrêter de plaisanter. De retour dans le présent, le garçon est choqué d'apprendre que Sansan s'est enfui de la maison. Elle explique que depuis le toit, elle a vu que la marée de bêtes était causée par une mauvaise personne. Notre héros demande si la marée de bêtes n'est pas censée être une catastrophe naturelle incontrôlable. Dans ses souvenirs, elle cherchait désespérément Sansan sur les toits de la ville. Elle essayait ensuite d'ouvrir une porte, suppliant la petite de sortir de là rapidement. Juste à ce moment-là, elle regarde sur le côté avec une expression de peur et d'inquiétude pure. Sur le toit, elle a aperçu un homme mystérieux tenant un bâton sous la pleine lune. Le visage de l'homme était caché dans l'ombre, mais ses yeux brillaient d'une intense lumière rouge. Il a ensuite levé son bâton, qui a commencé à briller d'une énergie puissante. Avec cela, il a claqué le bâton sur le sol, libérant une vague massive d'énergie. Un énorme cercle magique rouge s'est alors formé sur le sol, illuminant toute la zone. Le cercle a ensuite tiré un faisceau de lumière rouge qui est monté vers le ciel sombre. Le faisceau a déchiré un trou dans le ciel, créant un portail rouge. Un œil reptilien géant est apparu dans le portail, et Xuang était absolument terrifié. Un instant plus tard, le mystérieux portail rouge s'est simplement matérialisé dans le ciel nocturne. Et de lui ont émergé plusieurs bêtes démoniaques rouges, prêtes à semer le chaos dans la ville. Les larmes aux yeux, Xuang est complètement terrifié rien qu'en se souvenant de cette scène. Dans ses souvenirs, elle était toute seule et entourée d'énormes bêtes démoniaques rouges. Du portail dans le ciel, d'innombrables créatures se sont déversées, attaquant tout le monde à vue. Xuang a expliqué qu'elle était poursuivie par un loup démon lorsqu'un panneau est apparu. Le système l'a alors informé qu'elle avait réveillé un pouvoir divin de cultivation du corps. Suivant les ordres du système,
elle a fait un saut incroyable entre deux bâtiments pour s'échapper. De retour dans le présent, elle leur raconte qu'elle a couru jusqu'à ce qu'elle trouve l'équipe de subjugation qui l'a recueillie. Notre protagoniste est stupéfait qu'un autre système soit apparu et par tous les miracles qui leur arrivent. Il dit que s'ils ont tous des systèmes, Sansan pourrait en avoir un aussi et pourrait encore être vivante. Notre héros est d'accord et dit qu'ils utiliseront le réseau de la famille Liu pour trouver des indices sur elle. Soudain, Xuang dit qu'elle a reçu une tâche du système avec une récompense. Sans aucun avertissement, elle prend son frère dans ses bras, le laissant complètement surpris. Il est terrifié et se demande si cela va lui arriver à nouveau. Les deux sœurs s'enfuient avec enthousiasme car la mission du système est de donner un autre bain à leur frère. Les deux sœurs courent avec enthousiasme dans le manoir avec notre MC qui hurle à plein poumon à propos de leur système loufoque. Et juste comme ça, ils atteignent une salle de bain massive et luxueuse pour commencer la mission qui leur a été confiée. La rousse soulève ensuite notre petit gars dans les airs, commentant à quel point il est mignon, tandis que l'autre est tout à fait d'accord. Sa sœur continue de le taquiner, semblant trouver toute la situation assez hilarante. Cela laisse notre garçon complètement mortifié, et il commence à crier à plein poumon de pur embarras. Maintenant dans la baignoire, l'une des sœurs lui lave les cheveux tandis que l'autre le regarde avec un sourire. Les deux semblent s'amuser comme des fous, éclaboussant de l'eau partout pendant l'heure du bain du jeune maître. Après le bain, elles le tiennent et commentent à quel point il a été un bon petit garçon, mais il se plaint qu'elles ont changé. Soudain, la sœur aux cheveux roux s'arrête net, une expression très nerveuse envahissant son visage. Voyant sa réaction, notre MC demande avec inquiétude ce qui s'est passé pour la faire ressembler à ça. Elle pointe ensuite avec un regard terrifié sur son visage, révélant que la marée de bêtes a été causée par cette personne. Le protagoniste et son autre sœur sont complètement abasourdis par la révélation qu'ils viennent d'entendre. Ailleurs, nous voyons le majordome marcher aux côtés d'un homme avec une cicatrice sur le visage. En zoomant, nous avons une meilleure vue du visage de l'homme, qui a un regard très sérieux et intimidant. Dans un flashback, la fille voit le même homme sur un toit, utilisant un bâton pour créer la marée de bêtes. Dans son souvenir, l'homme crée un énorme cercle magique rouge qui déchire le ciel. De ce portail apparaît un œil reptilien géant, terrifiant la jeune fille. Alors, notre protagoniste annonce qu'il est le fils du futur chef de famille et leur dit de ne pas paniquer. Sur ce, ils continuent tous les trois dans le couloir, tandis que les deux hommes s'éloignent. Notre protagoniste les regarde avec une expression sérieuse et méfiante lorsqu'ils passent. Alors qu'ils passent devant lui, la sœur aux cheveux roux devient extrêmement nerveuse et ne peut cacher sa peur. L'homme avec la cicatrice remarque la réaction de la fille, mais ne dit pas un mot. S'approchant, les deux sœurs saluent le majordome avec des sourires forcés. Le majordome s'incline ensuite devant notre protagoniste en s'adressant à lui respectueusement, « Maître ». Le protagoniste les regarde s'éloigner dans le couloir avec un regard très sévère. Ils arrivent à une porte, et le majordome annonce que Jio King est revenu voir le maître de la maison. RMC réalise que c'est la salle de réunion et décide d'écouter leur conversation. Sa sœur s'inquiète et demande s'ils ne seront pas découverts là. Mais il lui dit de ne pas s'inquiéter, semblant avoir un plan en tête pour ça. Avec le plan en marche, il se faufile plus près de la porte. Le protagoniste fait alors irruption dans la pièce avec ses sœurs, et un garde crie qu'il ne peut pas entrer. À l'intérieur, son grand-père est assis à son bureau avec les deux hommes, qui regardent la scène avec surprise. Les sœurs s'inclinent et s'excusent désespérément, disant qu'elles n'ont pas pu retenir le protagoniste. Mais le petit garçon ignore tout cela et court les bras grands ouverts, appelant son grand-père. Le chef de famille renvoie les autres et dit à son petit-fils de venir le voir avec un sourire. Avec notre protagoniste sur ses genoux, il parle du pouvoir de la famille et s'enquiert des nouvelles marées de bêtes. Le majordome et l'homme avec la cicatrice écoutent attentivement les ordres du maître. L'homme rapporte ensuite qu'ils ont déjà trouvé de nouveaux groupes de bêtes et qu'ils pourraient attaquer à tout moment. En entendant cela, notre jeune héros se met en colère, réalisant que l'académie ment et envoie les étudiants directement dans une zone dangereuse. Dans un flashback, on voit un professeur dire que les marées sont une catastrophe naturelle et que les éveillés sont des protecteurs. Le majordome dit qu'il a déjà pris des dispositions pour que la guilde publie des missions avec des récompenses élevées, attirant de nombreuses équipes. Le grand-père félicite l'homme, disant que sa famille a servi la leur pendant 3 générations, et qu'il en est très satisfait. Le majordome fait ensuite un geste à l'homme avec la cicatrice, qui semble comprendre immédiatement le message. Sans hésiter, l'homme s'agenouille sur le sol et dit que c'est un honneur de travailler pour la famille Liu. Le majordome le remercie pour le cadeau qui a aidé son fils à atteindre le sommet du rang B et exprime sa gratitude pour la gentillesse du maître. Le chef de famille sourit et leur ordonne de procéder au plan de la marée de bêtes comme il l'avait prévu. L'homme reste à genoux et accepte l'ordre de son maître sans question. Le grand-père leur ordonne également de préparer du matériel coûteux et des services de divertissement pour les survivants. On voit un flashback d'un type qui ressemble à une version plus jeune du grand-père de notre protagoniste, se relaxant dans une source chaude avec plusieurs filles pendant qu'une servante regarde de loin. Le majordome s'incline devant son maître et accepte tous les ordres donnés sans hésitation. La nuit tombe et on voit l'énorme et luxueuse demeure de la famille Liu sous le clair de lune. De retour dans la pièce,
notre protagoniste explique à ses sœurs le plan de la famille pour ouvrir des portails et utiliser les gens comme appât. Il dit qu'ils utilisent les éveillés pour combattre les bêtes, ce qui leur permet de rassembler des tonnes de ressources précieuses. Sa sœur est indignée et demande comment ils peuvent être si cruels, se demandant si ces gens ne sont pas considérés comme des humains. Notre protagoniste explique alors que pour les nobles, ils sont les seuls humains, et que tous les autres ne sont que du bétail. La sœur aux cheveux roux suggère de parler du plan à tout le monde, mais notre jeune homme la coupe. Il dit que même s'ils disent la vérité, personne ne les croira. Cela les inquiète toutes les deux, et elles demandent à leur frère ce qu'elles devraient faire maintenant. Notre protagoniste déclare alors qu'ils vont éliminer les hommes de main de la famille Liu et arrêter la marée de bêtes. Il appelle ensuite ses deux sœurs plus près de lui pour expliquer le plan. Les deux filles se penchent pour entendre ce qu'il a à dire. Chuchotant, il leur dit son plan, et elles écoutent avec une pleine attention. Le garçon demande si elles ont tout compris, et les deux hochent la tête en signe de confirmation. Mais elles sont toujours inquiètes, demandant si elles peuvent vraiment vaincre un ennemi aussi fort. Notre protagoniste dit qu'ils ont 3 semaines pour se préparer car le plan démarre à la fin du mois. Il lève son biberon et dit qu'ils doivent se renforcer, mais sa sœur est totalement confuse sur la façon de faire. À ce moment, notre jeune héros et ses mèches blanches échangent un regard entendu. Sans attendre, il met le biberon dans la bouche de l'autre sœur, qui est prise par surprise. Elle boit le lait et est choquée de sentir sa puissance monter en flèche sans même s'entraîner. Notre protagoniste s'enfuit alors, disant qu'il va aussi manger un morceau pendant qu'elle finisse le lait. La mère du protagoniste médite paisiblement quand elle est soudainement interrompue par son fils. Elle se plaint alors que son appétit ne cesse de croître, le traitant de petit morveux qui n'est jamais satisfait. 3 semaines plus tard, notre protagoniste se demande s'il a atteint sa limite en regardant un écran système. Le système l'informe d'une nouvelle compétence, et il se demande s'il peut être Creborn dans un hôte. Il se demande s'il peut revenir à son état actuel sans avoir vous savez, passer 9 mois de plus dans le ventre de sa mère. De plus, notre jeune homme réalise qu'il peut utiliser sa nouvelle compétence comme méthode d'attaque. Une illustration montre comment sa nouvelle technique peut être utilisée pour attaquer directement ses ennemis. Juste à ce moment-là, ses sœurs font irruption dans la pièce avec enthousiasme, disant que tout est prêt. D'accord, c'est la fin de l'histoire. Merci d'avoir regardé. À la prochaine.